Merci à tous d'être présents et je dois remercier d'abord Camille Fradet, que je remercie infiniment d'avoir accepté de venir nous parler ce soir, donc à ce séminaire Ambiance pour habiter. Je crois que tu dois être la 37e ou 38e intervenante dans ce séminaire depuis 2012. Et ce soir pour nous parler du toucher le monde. Alors, je suis particulièrement heureux de t'accueillir. Tu travailles sur les sciences cognitives. Tu es doctorante en sciences cognitives de la perception à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à l'Université Pierre et Marie Curie, qui est rattachée au CNRS. Tu travailles depuis le début de tes études sur des questions de physique, de sciences de l'ingénieur, mais aussi tu as pu réaliser un master en mécatronique pour la réhabilitation. Tu nous expliquera peut-être à un moment ou à un autre ce que ça représente, de manière à venir nous parler du toucher d'un point de vue physique. Alors il se trouve que cette intervention se situe dans la continuité, dans le prolongement de 2 journées extrêmement denses qui ont eu lieu les 4 et 5 septembre dernier, qu'on a appelé le chaudron, pendant lesquels 2 jours pendant lesquels il y a eu des intervenants à tous les étages, à tous les niveaux, qui sont venus parler de la question et de la thématique de la propriété. Et c'est au cours de nos discussions où finalement cette intervention m'est apparue comme une évidence, puisque tu travailles vraiment sur les propriétés du toucher, ces propriétés physiques, et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'il en est, c'est-à-dire à la fois le domaine dans lequel tu travailles, quelles sont les méthodes qui sont les tiennes, et peut-être d'amener un échange entre nous ce soir, puisque nous sommes dans une école d'architecture intérieure, de design, où on s'intéresse à la question des ambiances, on s'intéresse à la question des matières, et on s'intéresse effectivement à la question du toucher, mais peut-être avec une autre lecture ou une autre pattern, une autre partition, une autre manière de l'aborder, mais qui finalement semble parfaitement complémentaire. Donc Camille, je te laisse la parole, et puis on pourra peut-être discuter un petit peu à la fin de ton intervention. Merci beaucoup Alexis, et merci à tous d'être là. Donc je vais essayer de vous intéresser à une tâche pas forcément facile, donc aux sciences cognitives. Je vais quand même vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans le labo, parce que déjà c'est super cool. Et puis d'une certaine manière, on touche aussi au design dans notre labo. C'est du design scientifique. Ça n'a pas les mêmes contraintes. Notamment, on va avoir des contraintes par exemple de précision, des contraintes de matière, des contraintes d'interaction. Donc si on interagit avec un humain, par exemple, le robot ne peut pas être rigide, il faut qu'il puisse, s'il touche l'humain, s'arrêter, ne pas faire mal, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est pas mon domaine, je vais quand même vous faire un petit topo sur tout ça. Oui, alors la propriété en science, c'est une notion centrale, puisque, au sens de ce qui est propre, ce qui est caractéristique de quelque chose. Et c'est en fait ce qu'on va faire en science, la plupart du temps, c'est caractériser les propriétés. Donc ça va caractériser les propriétés d'un phénomène, donc par exemple la lumière, est-ce que c'est une onde, est-ce que c'est une particule, caractériser les propriétés d'une matière, est-ce qu'elle est dure, de quoi elle est faite, quelles sont ses propriétés vibratoires. Donc la propriété, c'est vraiment une notion centrale. Pour ce qui est de toucher le monde, donc, pour un peu décrypter l'image, j'en parlerai plus après, c'est un résumé d'une expérience que j'ai faite avec en parallèle une image d'archive, avant qu'il y ait l'électronique et tout ce qui nous permet de faire des mesures très précises. C'est ce qu'on appelle de la mesure par stroboscopie. Donc on prend une surface sensible, on envoie un flash de lumière et ça nous permet d'imager donc là l'onde qui se propage dans la peau. Et en fait ces ondes-là, on se rend compte que les ondes se propagent dans la peau et ces ondes vont avoir un sens pour notre système nerveux. Donc laissez-moi vous présenter quand même un petit peu donc le labo, ce merveilleux endroit où il y a à peu près 150 chercheurs et bébés chercheurs comme moi qui essayent de faire quelque chose. Donc on est à Jussieu, je ne sais pas si vous connaissez le campus de Jussieu dans le 5e. Et on a 4 thèmes de recherche qui sont séparés, 4 équipes qui vont développer des thèmes de recherche. Donc là, on va être, je vais vous montrer une petite vidéo de ça, sur de la vraie robotique, comment on se la représente. Voilà. Donc là, c'est vraiment la représentation de la robotique que tout le monde a, c'est-à-dire c'est le robot qui avance, qui va explorer et qui a besoin de pallier aux contraintes de terrain sans avoir une préconnaissance de ce qu'est le terrain. Donc bon, là, il ne fait pas des choses extraordinaires parce que c'est dans la réalité, il ne veut pas casser le robot qui vaut très cher, mais ils implémentent des algorithmes qui permettent au robot de passer des obstacles comme ça. Il a
aucune vision des choses, il ne sait pas c'est quoi le terrain, et il va quand même y aller. Donc ça, c'est une des thématiques de recherche, c'est celle qui ressemble le plus à ce qu'on se figure de la robotique. Ensuite, vous allez avoir donc l'intelligence artificielle qui fait un peu peur à tout le monde. Donc ça va être des robots à qui on va donner des directives d'apprentissage et qui vont leur permettre d'interagir avec le monde et surtout d'apprendre à interagir. Le robot à la gauche, on lui a demandé de prendre un objet en fonction de sa couleur et de sa forme, donc il doit trouver le bon objet. Alors, vous pouvez remarquer qu'il a un jouet pour enfants, donc on n'est pas encore à Terminator. Et donc, du coup, les chercheurs vont essayer de trouver les bons algorithmes qui vont faire que le robot va être capable de reconnaître l'objet puis de le saisir. Et à droite, vous allez voir des petits robots qui sont très simples, mais qui vont communiquer entre eux et qui vont être capables de faire beaucoup de choses parce qu'ils collaborent, par exemple. Ensuite, un gros thème de recherche, ça va être le médical, l'assistance au geste médical, notamment en laparoscopie, qui est une chirurgie qui est très compliquée à apprendre, l'assistance à la personne, et puis bien entendu les prothèses, qui touchent de près aussi les questions de transhumanisme qui sont assez à la mode en ce moment. Et puis, donc il y a mon équipe, où on s'intéresse aux interactions. Donc on va y avoir des interactions en termes d'interaction sociale, donc comment réagir, toujours homme-machine, mais comment se crée une interaction sociale avec un agent virtuel, une machine. Donc ils vont étudier le comportement des gens face à ces agents virtuels. Et puis il va y avoir l'aspect interaction, réalité virtuelle, vraiment, donc réalité augmentée, qui va consister à reproduire du réel ou alors à le créer. Et donc il faut des interfaces pour ça. Donc c'est plus ou moins là où je me positionne. Donc là, on va commencer à s'intéresser à qu'est-ce que c'est que toucher le monde. Et alors l'équipe dans laquelle je suis, une des grandes thématiques de recherche, c'est toucher le monde à une échelle qu'on ne pourrait pas toucher normalement. Donc on va aller chercher à magnifier les forces, les déplacements et les objets qu'on peut mesurer dans le micro-monde et les envoyer dans une interface utilisateur qui va permettre à l'utilisateur de ressentir ces objets-là comme s'ils étaient beaucoup plus gros. Alors le micro-monde, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ça va être un micro-robot. Donc c'est juste une petite hélice qu'on va pouvoir diriger et faire avancer grâce à des champs magnétiques qu'on contrôle. Donc ça, c'est ce genre de petits robots qu'on va pouvoir utiliser. Et après, il faut construire des interfaces utilisateurs pour pouvoir ressentir ce qui se passe dans le micro-monde. Alors celle-ci, c'est un projet qui est plutôt orienté vers donc la manipulation, l'artisanat, puisque c'est un projet lié à l'horlogerie. L'un des gros problèmes en horlogerie, c'est que certains composants sont très petits, et donc ça nécessite d'aller sous un microscope pour pouvoir les placer avec une micro-pince. Et donc l'idée, c'est de créer une interface qui permet à la fois de l'utiliser la pince à des échelles qu'on peut sentir, et quand on en a besoin, d'utiliser la pince comme un pilote de la micro-pince. Et la pince, comme elle est motorisée, elle permettra de ressentir les objets sous la micro-pince. Donc c'est une forme de réalité virtuelle pour la téléopération. Donc là, on passe dans un autre type de dispositif. C'est vous qui rentrez dans le dispositif. Donc ce dispositif est assez grand, hein, il fait quasiment 2 mètres. Et vous allez saisir la boule et elle va vous permettre d'interagir avec un monde virtuel que vous voyez sur le verre semi-transparent. Et donc les fils qui sont attachés à la boule vont créer des forces, et ces forces vont permettre de simuler des objets. Donc là, on est plus dans la réalité augmentée, et on va exploiter l'aspect proprioceptif du toucher. C'est-à-dire qu'on va créer des objets, on va faire du retour d'effort, ce qu'on appelle du retour d'effort. C'est-à-dire que s'il y a un mur, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc on va créer le mur en créant la force que le mur vous rendrait. Alors, on a une autre thématique dont on parlait juste avant, qui va pour le coup être qu'est-ce qu'on fait quand on perd un sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on perd un sens? Il faut recodifier un autre sens pour pallier au manque. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on perd la vue et l'ouïe, qui sont les 2 sens majeurs dont on a l'habitude de codifier pour interagir avec les gens. Déjà, on est très isolé, et puis tout devient compliqué, on est dépendant. Et donc les sourds aveugles ont un langage de communication
comme la langue des signes, mais sur la main. Donc c'est des glissements, des tapés, des pincements, et ça fait un alphabet. Et donc j'ai un collègue qui essaye de reproduire cette interaction qui normalement est faite avec un traducteur, avec une machine. L'intérêt étant que la personne n'a pas besoin de tout le temps d'être avec son traducteur, et que c'est très fatigant en fait pour le traducteur de traduire en permanence pour la personne. Donc, ce petit dispositif, vous voyez, vous avez des petits moteurs qui viennent faire un contact avec la main. Alors vous allez voir la main, comment se positionne la main. Vous voyez, ce mouvement de vague, en fait, ça exploite une illusion. Pour le coup, on est dans le mécanisme de perception. C'est que ça s'appelle du mouvement apparent. C'est-à-dire que si vous stimulez 2 points avec une synchronicité particulière, vous allez avoir l'impression que quelqu'un glisse son doigt sur votre peau, et non pas que vous avez deux stimulations à des points différents. Donc là, mon collègue utilise cette impression pour pouvoir faire des glissés qui sont des lettres dans ce langage-là. Et enfin, donc dans notre équipe, et là c'est moi, c'est ce que je fais, on s'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est le toucher, comment on touche, qu'est-ce qu'on perçoit, par quel mécanisme, qu'est-ce que ça veut dire de toucher le monde. Alors du coup là on passe dans un type d'objet qui est plus de l'ordre de la grosse boule de fil électrique, qui n'est pas du tout, qui ne sert pas du tout à faire une expérience utilisateur. Le but c'est pas que l'utilisateur en tire quelque chose, c'est que l'expérimentateur en tire quelque chose. Et donc, c'est de la mesure de précision. Donc, ce qu'on appelle la tribologie du toucher, c'est l'étude de la friction. L'étude de la friction lorsqu'on touche. La friction, pourquoi? En fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Lorsque vous posez votre doigt sur 2 textures différentes, mais vous ne bougez pas, vous seriez bien incapable de différencier en fait l'une de l'autre. Et dès que vous bougez, tout d'un coup, elles deviennent différentes, elles deviennent spécifiques, elles deviennent uniques l'une par rapport à l'autre. Ça vient du fait que notre densité de capteurs dans la peau n'est pas à l'échelle des détails des 2 textures, des détails qui pourraient différencier les deux textures. Et du coup, lorsque vous êtes statique, vous ne les sentez pas, ces détails. Sauf que lorsque vous allez bouger, vous allez créer donc des frictions, des forces de contact, qui vont être à la mesure de ces détails microscopiques qui vont en fait créer des forces d'interaction électrostatiques entre votre doigt et la surface et créer tout d'un coup un champ, une image vibratoire de votre texture. Donc en fait, on appelle ça le toucher dynamique, qu'il soit passif ou actif. Et c'est à travers ce toucher dynamique que tout d'un coup, le monde va avoir toute cette finesse, toute cette beauté. Pourquoi on va trouver que ce papier est plus agréable que l'autre, pourquoi on va trouver que le velours c'est plus agréable que le papier de verre. Donc cet appareil, il est là pour mesurer ces forces d'interaction. Donc quelles sont ces images vibratoires entre le doigt et la texture. Il y a d'autres manières de voir l'information haptique. Donc là, on rentre dans l'information haptique. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais revenir un peu au début de ce que c'est le toucher, avec le fameux homunculus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Donc c'est tout simplement le cortex primaire moteur et le cortex primaire sensitif qui sont là, dans le cerveau, grosso modo. Et on met en image l'importance que prend chaque partie du corps en termes de poids, de traitement de l'information dans ces 2 cortex. Et donc là, on va se rendre compte déjà de quelque chose de très joli, c'est que la main, c'est le centre du toucher. C'est vraiment, nos mains sont faites pour toucher. Elles sont d'ailleurs magnifiquement habillées à ça. On est équipé d'un outil qui est à la fois précis, délicat, et pourtant qui va pouvoir développer de la force, qui va pouvoir à la fois dessiner, usiner. Enfin, c'est un outil sublime, parce que justement, on va avoir cette motricité extrêmement complexe. Vous avez ce qu'on appelle des degrés de liberté, cette motricité très complexe, et cette capacité sensorielle extrêmement forte. Donc la question du toucher, en fait la question de la perception, elle se pose toujours en 3 étapes. C'est quel est le phénomène physique que le corps perçoit, puis comment ce phénomène physique est récupéré, comment il est traité, et donc tout ça, ça va être de la neuroanatomie fonctionnelle. Donc on s'intéresse à savoir ce que
signal devient, quand il est capté par les cellules nerveuses, on appelle ça des terminaisons nerveuses. Et puis après, en sortie, donc là, on a, sur la neuroanatomie fonctionnelle, on va avoir une connaissance des terminaisons nerveuses, de l'architecture des nerfs, de où est-ce que ça arrive dans le cerveau. Et puis tout d'un coup, il y a un gros point d'interrogation sur tout ce qui est cognition, la partie cognition. On en sait en fait assez peu. Et là, après la partie cognition, il y a ce qu'on appelle la psychologie comportementale. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de cette information et comment ça va impacter notre comportement, nos choix, notre façon d'appréhender les choses. Et dans le cas de l'haptique, dans le cas du toucher, on est vraiment très fortement lié au mouvement. C'est-à-dire que parce qu'on ressent notre corps, parce qu'on ressent l'environnement et qu'on a conscience que c'est deux choses différentes, on peut bouger. Et parce qu'on bouge, comme je vous l'ai dit, on peut toucher. C'est-à-dire que c'est en bougeant qu'on touche finement. Donc vraiment le mouvement, même s'il ne fait pas partie de la boucle perceptuelle, le mouvement il est vraiment très fortement lié au toucher. Et d'ailleurs, le fait de saisir un verre plein d'un verre vide, le fait qu'on n'y pense pas, mais c'est tout à fait naturel. Donc c'est un mouvement. Et tout ça, il se passe une quantité de choses. Donc vous allez avoir des informations dans vos muscles, vous allez avoir des informations au niveau de l'aire de contact. Mais par exemple, si le verre commence à glisser dans vos mains, vous allez avoir ce qu'on appelle des informations de préglissement qui vont en fait se répandre dans vos doigts et informer votre système nerveux que le verre va glisser. Donc vous réadaptez votre force. Et tout ça, vous le faites d'une façon merveilleusement naturelle. Alors, du coup, voilà, j'ai un peu des regrets sur ce schéma parce qu'il est quand même, il fait un peu mal à la tête. Il y a des choses qui font plus mal à la tête après, vous inquiétez pas. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est l'haptique. Donc, déjà, le système somatosensoriel, c'est toutes les informations qui affairent de notre peau. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez peut-être jamais posé la question, mais tous nos sens sont concentrés sur notre visage, sauf le toucher. Le toucher, ça va être tout notre corps. On va essayer de comprendre. Enfin, c'est vraiment la sensibilité interne, la sensibilité en interaction avec le monde, savoir ce qui vient de nous, ce qui ne vient pas de nous. C'est énorme, en fait. Et dans ce système somatosensoriel, en fait, vous allez avoir 4 catégories. Donc, la démangeaison, tout le monde sait ce que c'est. La nociception, c'est la perception de la douleur, qui est complètement décorrélée du toucher, en fait. La thermoception, qui s'occupe de capter la température. Et la mécanoréception, qui va vraiment être donc les états de surface, la forme, les angles, tout ce qui va être de l'ordre du tact, en fait, du toucher. Alors pourquoi on les met en catégorie comme ça? C'est que à partir des petits afférents qui vont capter ces informations-là, après ils vont remonter par le biais du système nerveux périphérique, dans la colonne vertébrale, jusqu'au cerveau. Et dans le cerveau, toutes ces informations vont se recouper parce que on va prendre un petit peu d'informations haptiques, un petit peu d'informations visuelles, un petit peu d'informations sur la thermoception pour se faire une idée du monde. Mais jusque dans le cerveau, ces 4 perceptions sont séparées, elles sont traitées séparément. Donc ce n'est pas la même chose. Alors dans notre laboratoire, on a fait un petit peu de thermoception parce que malgré tout, les objets, on les différencie aussi en fonction de leur ce qu'on va appeler la coefficient de du coup, j'ai perdu. Oui, excusez-moi. La thermoception fait aussi partie des propriétés de l'objet quand on va essayer de modéliser l'objet. Cela étant, l'haptique, ce qu'on appelle l'haptique vraiment, donc c'est en grec, haptique, ça vient du verbe je touche vraiment. C'est tout ce qui est de l'ordre de la mécanoréception, de nos interactions mécaniques. Et ça, dans cette catégorie-là, vous allez avoir 2 types de capteurs qui vont être la sensibilité cutanée et la sensibilité profonde, qui va être dans les muscles. Alors, on a tendance naturellement à associer la sensibilité cutanée au toucher et la sensibilité profonde à la proprioception. Donc savoir, par exemple, vous fermez les yeux, vous touchez votre nez, c'est extraordinaire. Le fait que vous puissiez le faire, c'est parce que vous avez tout ça. Cela étant, il y a effectivement des petites superpositions parce que, et donc ça fait partie de mon sujet de thèse, c'est qu'on se rend compte que les ondes se propagent dans la peau et si elles affleurent près des tendons, les tendons étant un milieu qui est très propice à la propagation des ondes, ces ondes-là vont se propager et donc une partie de l'information
tactile va aller dans les muscles en fait. Donc voilà, donc là on est vraiment dans la neuroanatomie fonctionnelle. Où est-ce qu'on a des capteurs? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils ressemblent? Ça, c'est des données, on les a depuis longtemps. Historiquement, c'est ce qui a été le plus facile à récupérer. Parce que vous regardez, vous disséquez, bon, c'est un peu... Voilà, vous regardez. Donc vous allez avoir dans les muscles, bon, brièvement, hein, vous allez avoir des capteurs dans les tendons qui vont récupérer en fait la force développée par votre muscle. Et ce qu'on appelle des spindles qui vont s'enrouler autour de certaines fibres musculaires dans le muscle pour capter la vitesse de déformation du muscle. Et donc ces deux choses-là vous permettent de savoir où sont vos membres en fait. Dans le toucher, on a beaucoup plus de capteurs, on en a 4. Et alors eux, ils font tout un tas de choses beaucoup plus originales. Ils vont se différencier par les types de déformation de la peau qu'ils captent. Est-ce que ça va être de l'étirement? Est-ce que ça va être du cisaillement? Est-ce que ça va être de la vibration? Et aussi par ce qu'on va appeler la vitesse d'adaptation au signal. C'est-à-dire que si vous envoyez un signal très rapide, certains ne vont pas suivre et d'autres vont vraiment copier le signal, suivre la déformation. Ils vont envoyer au cerveau exactement ce qui se passe. Alors que les autres vont plutôt envoyer au cerveau il s'est passé quelque chose, mais j'ai pas suivi, plus ou moins. Donc ces 4 capteurs-là, ce qu'ils captent en fait, c'est pas de quoi est fait le verre, c'est pas ses propriétés atomiques, c'est pas sa composition, c'est la déformation de la peau lorsqu'on les touche. Et donc en fait, ça veut dire que lorsqu'on touche un objet, cet objet va déformer notre peau d'une certaine manière, de sorte que certaines de ses propriétés sont lisibles dans ce signal. Et donc moi, ce que je fais, c'est l'approche biomécanique de l'information haptique, c'est-à-dire je regarde la conséquence de l'interaction avec le monde dans les vibrations de la peau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a touché le monde, les vibrations se propagent et je m'intéresse à savoir quels sont les éléments d'information qu'il y a dans ce signal et puis surtout comment il voyage, par quel biais, quel est son support et comment il est déformé. Donc, pour savoir quelle information va être déformée et quelle information ne va pas l'être. Donc là, cette expérience-là, elle reproduit un petit peu ce qu'on voyait sur la fiche de présentation. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait. L'archive, dans l'archive, il fait vibrer une partie, alors c'est sur l'avant-bras, mais moi je fais vibrer le bout du doigt, qui est donc notre organe du toucher principal. Et je vais regarder à des distances différentes quel est le signal produit par cette stimulation et à quel point il est déformé. Donc vous voyez, donc il y a des courbes complètement illisibles à droite. Donc je vais m'amuser à regarder fréquence par fréquence, comment ce signal-là, qu'est-ce qui est préservé dans ce signal-là. Et je vais... alors, du coup, mon travail, c'est d'essayer de faire correspondre ce modèle, qui est exprimé par cette équation-là, à ces courbes-là. Mais ce modèle-là, c'est un outil. C'est pas, il n'y a pas de compréhension claire la compréhension profonde se fait en amont, se fait dans la compréhension que la peau, en tant que milieu de propagation, va avoir ce qu'on va appeler des modes de vibration préférés. Donc, des manières de réagir à certains signaux et d'autres manières de réagir à d'autres, qui vont en fait sélectionner certaines fréquences de vibration. Donc là, moi, je travaille là-dessus. Et en parallèle, donc du coup, une fois que le signal s'est propagé, on va prendre des textures et on va dire, mais quelle est l'information qui se propage à partir d'une texture? Alors, le setup expérimental, il est un peu de l'espace. L'idée, c'est qu'au milieu, la photo de milieu, c'est un gros rouleau qui va tourner et qui va venir appliquer des textures sur le doigt. Parce qu'il faut que le doigt ne bouge pas, puisqu'on va capter la vibration provoquée par ces textures par vibrométrie laser. Alors ça, j'adore le dire, c'est super cool. C'est vraiment très, 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 très impressionnant. La vibrométrie laser permet de faire des mesures à des déplacements, avec une finesse, à des fréquences extrêmement élevées. Et donc, à partir de ça, alors là, dans cette étude-là, on s'est intéressé à savoir comment la vitesse d'exploration d'une texture va modifier le signal et comment ça se fait que, quelle que soit la manière dont on va toucher le monde, donc on va toucher plus ou moins vite, plus ou moins fort, avec les doigts plus ou moins humides, comment ça se fait
qu'on a toujours l'impression de toucher la même chose. Donc ça s'appelle la constance perceptuelle, et c'est un peu un des grands du Graal, un peu quand on s'intéresse à la perception, c'est de savoir quels sont les invariants perceptuels, quels sont les éléments qui partent de l'objet, sont transformés d'une propriété de l'objet à une déformation dans la peau, d'une déformation dans la peau à un signal neurochimique, de ce signal-là à l'activation d'un réseau de neurones, et après dans le comportement. Et à travers toutes ces transformations, c'est comme on passe d'un milieu à l'autre, et pourtant on a une possibilité de comprendre le monde de façon constante. Donc là, vous voyez, pour le plaisir, vous voyez les enregistrements que j'ai fait sur de l'organza. Donc l'organza, il va avoir 3 pics en fréquence, un autour de 80, un autour de 150 et un petit autour de 130. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que ces pics-là restent aussi proches les uns des autres, malgré le fait qu'ils augmentent en fréquence quand on augmente en vitesse. Et donc ça se caractérise et ça nous permet de définir une texture. Et après, on va faire des algorithmes qui vont, sur cette base-là, ce qu'on appelle des classificateurs, on va leur envoyer n'importe quel signal, on va leur dire c'est quoi comme texture. C'est ça l'idée. Pour pouvoir déterminer si effectivement on peut, à partir de cet élément-là, déterminer quelle texture touche tout. Alors bien entendu, ça c'est un élément de la texture. On est loin d'avoir résumé vraiment qu'est-ce que c'est qu'une texture. C'est une information vibratoire. Il se passe beaucoup de choses au niveau de l'aire de contact dont on n'a pas encore vraiment la mesure. C'est compliqué puisque lorsqu'on touche quelque chose, on ne peut pas regarder ce qui se passe à l'aire de contact. D'où d'ailleurs l'intérêt de caractériser un petit peu comment les ondes se propagent pour pouvoir savoir, en fonction de l'onde propagée, qu'est-ce qui s'est passé finalement. Et donc à partir de ça, ça va définir une dimension de la texture pour la perception tactile. Et donc, en sortie, on a le comportement. On va avoir ce qu'on perçoit. Et donc là, ça va être donc une des choses qui peut mettre en lumière ça, c'est le phénomène d'illusion. Donc les illusions optiques, on les connaît beaucoup. On a beaucoup enfin, vous pouvez en voir sur Internet plein. Mais des illusions, ça existe sur tous les types de sens. Tous vos sens sont des illusions. Parce que en fait, ce n'est pas une défaillance du cerveau, c'est une mise en valeur d'un mécanisme de traitement de l'information. Donc, à vous de jouer. Je vais prendre quelqu'un et je vais lui faire une petite illusion. Ça fait pas mal, c'est promis. Qui veut jouer? C'est exactement ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc, je vais vous demander de prendre le verre, comme ça, voilà. Et faites les mouvements en même temps. Voilà. Il n'y a rien à dire. Attendez, c'est pas fini. Hein. Donc là, en fait, la seule chose qui s'est passée dans cette illusion-là, donc là, elle est très forte, cette illusion, parce que vous avez le visuel, vous avez le tactile, et en plus, vous entendez le son sort du verre. Donc vous avez vraiment tous les indices pour y croire. Donc votre cerveau, il y croit, il est dedans. En fait, la seule chose qui s'est passée, c'est que vous voyez alors j'appelle ça un truc, toujours un mot très scientifique. Le truc blanc qui est sous le verre, dans la vidéo, c'est un capteur qui a enregistré les ondes dans les solides, enfin les ondes qui se propagent dans les solides, dans le plastique du verre. Et là, la seule chose que je fais, c'est que je les rejoue. Et ça suffit. Parce qu'en fait, la vibration, pour le cerveau, ce n'est pas un parasite, ce n'est pas du bruit, c'est de l'information. Et à partir de ça, le cerveau crée du sens. Je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le tour de manière pas très exhaustive, non, c'est pas encore ça, de tout ça.